En 1998, le développement de la technologie en matière d'analyse d'ADN permit de résoudre un homicide vieux de 40 ans. À l'aube du 4 juillet 1954, le docteur Sam Shepard reprit connaissance sur la rive du lac Erie à Bay Village, dans l'Ohio. Les événements qui venaient de se produire lui revinrent en mémoire comme un cauchemar. Craignant le pire, il rentra à la maison où il vivait avec sa femme Marilyn et leur jeune fils Sam. Dans la chambre, sa femme était étendue par terre, battue à mort. Elle était enceinte de 4 mois. Le docteur Shepard informa la police qu'il avait été réveillé par les cris de panique de sa femme alors qu'il dormait sur le canapé au rez-de-chaussée. Shepard était monté à toute vitesse et un homme de grande taille l'avait alors attaqué. Les 2 hommes s'étaient battus à coups de poing et s'étaient bientôt retrouvés à l'extérieur, sur la plage. Là, l'intrus avait frappé le docteur au cou et il avait perdu connaissance. Les policiers découvrirent un sac de bijoux appartenant au Shepard près de la résidence. Le couple semblait avoir surpris un cambrioleur. Les détectives commencèrent à soupçonner le docteur Shepard et abandonnèrent la piste du cambrioleur. Shepard devint leur seul suspect. Quelques personnes refusèrent de croire qu'il pouvait avoir commis un tel acte et n'abandonnèrent jamais l'espoir de prouver son innocence des dizaines d'années plus tard. Au début des années 90, l'avocat Terry Gilbert de Cleveland commença à étudier cette affaire. Selon lui, Shepard avait été victime d'une enquête bâclée. Juste 1 heure ou 2 après avoir été sur la scène du crime, le coroner Sam Gerbert a conclu que le coupable était Shepard. Pour lui, il s'agissait d'un cas de violence conjugale. Il y avait une traînée de sang d'environ 60 gouttes dans la maison. On vérifia si le sang était humain. À cette époque, il n'était pas possible d'en savoir plus. L'analyse de l'ADN n'existait pas encore. Certaines taches de sang qui se trouvaient sur les marches de l'escalier de la cave ne furent même pas recueillies. Comme Shepard n'avait pas saigné, les enquêteurs présumèrent que les gouttes provenaient de l'arme du crime qu'il devait tenir dans sa main. On ne tint pas non plus compte des marques sur la porte qui menait à la cave. Ces marques pouvaient être importantes. Malgré tous ces indices qui laissaient croire à la présence d'un intrus, le docteur Shepard fut arrêté pour le meurtre de sa femme. Le coroner organisa une enquête publique. On interrogea Shepard en direct à la télévision sans même la présence de son avocat. Les médias se sont emparés de cette affaire comme seule la presse à sensation sait le faire. Le rédacteur en chef, Louis Seltzer, du Cleveland Press, écrivait des articles tous les jours à propos de l'affaire Shepard. Il écrivait « Pourquoi n'est-il pas inculpé? Pourquoi n'est-il pas déjà en prison ?» Il y avait même des bandes dessinées le montrant en train de courir dans sa maison, une arme ensanglantée à la main. Les autorités locales s'empressèrent de clore cette affaire dont on faisait grand bruit. Le procès commença 2 mois seulement après l'arrestation de Shepard. Le sang découvert dans la résidence était bien humain. Le coroner en conclut qu'il provenait de la victime. Le procureur déclara que le docteur s'était fait une fausse blessure au cou. On présenta également le sac de bijoux comme faisant partie d'un coup monté. La façon dont le procès a été mené était une véritable parodie de la justice. Il a tout de suite été jugé coupable. Il avait perdu d'avance. Il n'avait aucune chance. Shepard fut condamné à 35 ans de prison. Mais les membres de sa famille refusèrent d'abandonner le combat. 1 mois après son inculpation, ils firent appel à l'expert légiste Leland Kirk afin que ce dernier examine les éclaboussures de sang dans la maison. Son analyse de plusieurs taches de la chambre à coucher contredisait les arguments de la poursuite. 2 grosses taches rondes, plus grosses que les éclaboussures de la chambre à coucher, retinrent l'attention des experts. Leur grosseur, leur forme indiquaient qu'elles provenaient d'une blessure par perforation. Peut-être la victime avait-elle mordu son assaillant. Selon Kirk, il était évident qu'une 3e personne s'était trouvée sur la scène. Mais la cour ne voulut rien entendre. En 1959, soit 5 ans après le meurtre, l'affaire prit une tournure inattendue. Un homme à tout faire du nom de Richard Eberling fut arrêté pour le cambriolage d'une résidence où il travaillait. Parmi ses affaires se trouvait une des bagues à diamants de Marilyn Shepard. Lors de son interrogatoire, Eberling, dont la description correspondait à l'intrus dont avait parlé Shepard, fournit sans le vouloir une information compromettante. Il déclara qu'il s'était coupé dans la maison de Shepard la semaine précédant le meurtre, alors qu'il effectuait des travaux. Selon lui, c'est ce qui expliquait la présence de taches de sang. Mais comment pouvait-il savoir que les enquêteurs s'étaient questionnés à propos de ces taches de sang s'ils ne s'étaient pas trouvés dans la maison cette nuit-là? Malheureusement, le procureur du comté refusa de tenir compte de cette nouvelle information. Le 16 juillet 1964,
La Cour fédérale déclara que Shepherd n'avait pas eu droit à un procès équitable. Après 10 ans d'emprisonnement, il fut remis en liberté et eut droit à un nouveau procès. Les indices qui avaient été ignorés, mal interprétés ou éliminés seraient à nouveau examinés. Le procès eut lieu en 1966, soit 2 ans après sa libération. Lee Bailey, un jeune avocat prometteur, assurait la défense du Dr. Shepherd. How do you explain his conviction in the first place? It was a result, according to Judge Weinman, and in my opinion, of mass hysteria generated by an overzealous press. Were you in on the case at the beginning? No, I've only been a lawyer for 4 years. He's been in jail for 10. Bailey travaillait sur l'affaire Shepherd depuis 3 ans. Il réfuta les arguments du procureur un à un. Après toutes ces années de négligence, on prit enfin en considération les marques sur la porte de la cave. De plus, Bailey était convaincu que le corps de la victime recelait des indices sur la présence d'un intrus. Malheureusement, le coroner l'avait nettoyé trop rapidement et les avait éliminés. Finalement, un médecin vint confirmer qu'il était tout simplement impossible que Shepherd se soit fracturé une vertèbre du cou lui-même. 12 ans après le meurtre, l'attention se tourna enfin vers le mystérieux intrus. Lors du second procès de Sam Shepherd, l'expert légiste Leland Kirk eut enfin l'occasion de faire part de ses découvertes. Selon lui, une des gouttes de sang sur la porte d'un placard provenait d'une blessure par perforation. La victime était décédée des suites de traumatismes internes et n'avait donc pas pu laisser de telles taches. En examinant le rapport d'autopsie de la victime, il remarqua qu'elle semblait avoir mordu quelque chose juste avant sa mort. Pourtant, il n'y avait jamais eu de marque de morsure sur le corps du Dr. Shepherd. Peu à peu, l'assaillant commençait à prendre forme. Cette traînée de sang allait peut-être conduire Kirk à la vérité. Les experts légistes savent depuis toujours que le sang se coagule dès qu'il entre en contact avec l'air. La longue traînée de sang n'avait pas pu être produite par une seule arme tachée de sang. Les gouttes étaient toutes de la même taille, ce qui signifiait qu'elles provenaient d'une blessure fraîche. Mais rien de tout cela n'a été vérifié en 1954. La victime était morte depuis longtemps, mais les indices étaient là pour raconter ce qui s'était produit. Le second procès dura 3 semaines. Lee Bailey avait semé le doute dans l'esprit des jurés. Le 16 novembre 1966, Sam Shepherd fut acquitté du meurtre de sa femme. Mais personne ne pensa à faire rouvrir l'enquête afin de découvrir qui avait réellement commis le meurtre. Des suspects potentiels tels que Richard Eberling furent écartés car plusieurs personnes croyaient toujours Shepherd coupable. Selon eux, il était parvenu à se faire acquitter sur des vices de forme. Même si les taches de sang lui avaient rendu la liberté, elles salissaient toujours sa réputation. Il ne parvint jamais à refaire sa clientèle. 6 ans après sa libération et après un second mariage raté, le Dr. Shepherd mourut des suites de son alcoolisme. Pendant toutes ces années, son fils Sam avait grandi à l'abri des projecteurs. En 1989, Richard Eberling, l'homme à tout faire, lui écrivit une lettre de sa prison. Eberling avait été emprisonné pour avoir battu une femme à mort après avoir contrefait son testament afin d'hériter de la somme de $1 million. Sam le rencontra en prison. Ce dernier lui fit part de détails peu connus de l'affaire Shepherd. Sam fit des démarches pour que l'enquête soit rouverte et qu'on puisse prouver que c'était bien Eberling qui avait tué Marilyn Shepherd, sa mère. Le sang recueilli chez les Shepherd fut envoyé à l'expert en analyse d'ADN, Mohamed Tahir. Le défi n'était pas de procéder à l'analyse de l'ADN en tant que tel, parce que nous le faisons souvent. C'était plutôt de faire cette analyse avec des taches de sang si vieilles et si petites. Pour effectuer sa comparaison, Tahir avait besoin d'établir le profil génétique de Marilyn et celui du Dr. Shepherd. Ainsi, s'il découvrait un 3e profil génétique dans ces vieilles taches de sang, il saurait immédiatement qu'il s'agissait de l'intrus. Tahir dressa le profil génétique de la victime à partir de cheveux prélevés dans son lit 40 ans plus tôt. Quant à Shepherd, bien qu'il fût mort 18 ans après sa femme, il était aussi difficile de dresser son profil que celui du meurtrier. Sans ce code, cependant, il serait impossible de conclure l'enquête. Il avait été pourchassé et accusé pendant toutes ces années et l'on devait encore malgré tout le déranger. En 1996, on autorisa enfin l'exhumation de son corps. Sur sa pierre tombale étaient gravées les lettres VQP, première lettre d'une locution latine qui signifie « La victoire appartient à celui qui est tenace ». Après presque 50 ans, le Dr. Shepherd serait peut-être enfin lavé de tout soupçon. Tahir parvint à extraire l'ADN de Shepherd à partir d'une de ses dents, après 24 années dans la tombe. Il devait maintenant comparer les éléments de preuve recueillis sur la scène.
Il procéda à l'analyse des pantalons tachés de sang que Shepard portait le jour du meurtre. Il examina 2 autres indices importants en attendant les résultats de son analyse. Le premier était la mystérieuse tache de sang du placard recueillie en 1955. Le second indice était un fragment de bois taché de sang que Sam avait récupéré de l'escalier de la cave avant que la maison ne soit démolie en 1993. Les résultats qu'allait obtenir Tahir étaient essentiels à la résolution de l'enquête. Il découvrit qu'il y avait bien l'ADN d'une 3e personne dans les taches. Ce n'était ni celui du Dr Shepard, ni celui de la victime. L'intrus n'était plus le seul fruit de l'imagination du Dr Shepard. Il était bien fait de chair et de sang. Mais qui était-il? L'avocat Terry Gilbert savait exactement par où commencer ses recherches. Richard Eberling dut fournir un échantillon de sang afin que la comparaison puisse être effectuée. Selon l'analyse de Tahir, on ne pouvait exclure la possibilité que le sang des pantalons et du fragment de bois soit celui du prisonnier. Les résultats indiquaient qu'il y avait une chance sur 16 000 que le sang soit celui de Eberling. Mais ce n'était pas encore suffisant. Pour procéder à une accusation, la Cour exigeait que les probabilités atteignent au moins une chance sur 1 million. De plus, lorsque Eberling apprit qu'on tentait de prouver que le sang de l'escalier était le sien, il rappela aux enquêteurs qu'il s'était coupé dans la maison des Shepard la semaine précédant le meurtre. Eberling savait très bien que personne ne pourrait le contredire après 40 ans. Les tests d'ADN n'avaient pas permis de connaître l'identité du meurtrier. Il semblait bien que même le temps conspirait à empêcher que le nom de l'intrus ne soit découvert. La plupart des personnes impliquées dans l'affaire étaient décédées. Une agence de détectives privés accepta de retracer des témoins survivants. Après plusieurs mois de recherche, on retrouva 2 hommes à tout faire qui avaient connu Richard Eberling, Vern Lund et Ed Wilbert. Ces derniers se rappelaient que Marilyn Shepard avait déjà surpris Eberling en train de lui voler des objets de valeur. Eberling disposait donc d'un mobile. Les 2 hommes se rappelaient aussi un autre détail. La semaine avant le meurtre, Eberling avait été malade. Il était donc impossible qu'il se soit blessé dans la maison comme il le déclarait. Son alibi ne tenait plus. À l'aide de tous les indices recueillis, on pouvait enfin reconstituer les événements de cette nuit tragique. La victime avait crié lorsqu'elle avait découvert qu'il y avait un intrus dans sa chambre à coucher. Le docteur Shepard était monté en vitesse pour lui porter secours, mais avait reçu un coup et perdu connaissance. L'intrus avait alors tenté de poursuivre son cambriolage, mais avait laissé des traces de sang partout dans la résidence. Shepard avait rattrapé l'homme et il s'était à nouveau battu jusqu'à la plage. C'est au cours de cette lutte que Shepard avait eu la vertèbre du cou fracturée. Mais cet os cassé n'était rien en comparaison avec les vies détruites par le cambrioleur. Il faudrait 40 ans à la science pour assembler tous les éléments de cette enquête. En 1996, nous avons recueilli une centaine d'indices. Ces éléments de preuve prouvaient que Shepard n'avait pas commis le meurtre et pointaient dans la direction de Richard Eberling. Eberling a gardé son secret jusqu'à la fin. Il est mort en juillet 1998.